what has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Trump, plongé au cœur du procès, c'est la chute, et c'est maintenant. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Bonsoir en France. Bonjour si vous êtes nous rejoignez depuis le continent nord-américain. Je suis un petit peu distrait là parce que on essaye de connecter. Je pense que ça marche. On avait des petits problèmes de Wi-Fi de son côté. Notre invité pour dans quelques minutes, Julien, si tu m'entends, on voit que ton appel arrive. On va te prendre dans quelques minutes. Donc voilà, hein, vous vivez tout ça avec nous. Julien, qui est le correspondant de Libé, et qui a passé la semaine à Manhattan au procès. Donc il va nous raconter tout ce que en fait se passe autour de cette audience, pendant cette audience, son travail de journaliste, son impression, etc., etc. Et puis, si on a le temps, en deuxième partie d'émission, on ira faire un petit point du côté de la course au vice-président, candidat sur le ticket de Donald Trump qui remplacera Mike Pence. Hein, la seule certitude que l'on a aujourd'hui, c'est d'annoncer que ce ne sera pas Mike Pence le vice-président de Donald Trump, et apparemment pas Nikki Haley non plus, vu que c'est Trump lui-même qui a dit qu'elle n'était pas sur sa liste. De toute façon, je pense qu'elle ne souhaitait pas être sur sa liste. Elle a un avenir politique dans l'après-Trump dans 4 ans. Et donc normalement dans 4 ans, et donc elle n'a pas envie de brûler ce crédit-là, et on la comprend très bien. Je me tourne vers le chat pour toutes et tous, et vous saluer. Salut Laurent, j'ai vu passer Elisabeth, salut Thierry. Ouais, les joies du direct, mais ça va le faire, je vérifie. Non, il m'a pas texté, donc il n'y a pas de problème. On est toujours là. Ouais, il est là. Thomas me fait signe. Donc où nous en étions. Donc j'étais en train de saluer tout le monde. Salut depuis le Mexique. Claire, oui, il y a une carte des chutistes qui est en train de se préparer. Je pense qu'on est au moins à 27 pays. C'est quand même assez incroyable de voir comment notre audience est maintenant aussi large. C'est aussi un hommage à la francophonie de voir que on est un petit peu de partout. Très heureux de vous retrouver. Je pense qu'on va faire une pause de 2 secondes et on va basculer tout de suite sur Julien qui est là. Donc voilà, donc vas-y Thomas, et puis on va commencer l'émission. Alors, on va essayer d'avoir Julien à l'image. Salut Julien, tu nous vois, tu nous entends, tout est bon? Oui, ça devrait, ça a l'air de marcher. Bonjour. Ça marche, le miracle, formidable. Très heureux, très heureux de t'avoir parmi nous. Alors, dis-moi si on s'est réglé, mais si je prononce bien ton nom de famille, Julien Gester, c'est ça? Ça se défend très bien, ouais. Défend très bien, d'accord, il y a pas de l'alsacien, non, c'est bon, tout ira bien. Ça dépend à qui tu t'adresses, évidemment, mais je pense que ça peut voyager comme ça. Ouais, j'ai vu que tu es un supporter du RC Strasbourg, c'est ça? Sur ton compte Twitter.
Oui, 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 enfin, c'est un élément identitaire parmi d'autres. Voilà, mais oui. Donc C'est- toi, pour celles et ceux qui te connaissent pas, déjà, je vais les inciter à aller s'inscrire sur ton compte sur X, à lire tes papiers. C'est la première fois qu'on se fait, qu'on se parle comme ça. On se contacte parfois par DM. Et je te l'ai déjà dit, et je dis, j'apprécie vraiment le travail que tu fais. Entre autres, ton travail quand tu sors, t'es à New York, c'est ça, lorsque tu sors de New York et tu pars sur la route. Je me rappelle, j'avais trouvé que ta série, quand tu étais parti du côté du Texas, de la frontière, et que tu étais passé à Uvalde, que tu avais fait de très bons, vraiment de très très bons papiers sur cette ville qui avait été dévastée par cette fusillade. Tu peux un peu nous parler de cette expérience-là, ta volonté de sortir de New York et d'aller voir le cœur de l'Amérique? Bah, c'est très compliqué parce que euh, on, les journaux ont un, deux, trois, quatre correspondants, les journaux européens, j'entends, aux États-Unis. C'est à la fois le pays le plus couvert, le plus suivi au monde. C'est un pays qui a ses propres médias qu'on peut lire, enfin, dans une langue, l'anglais, que beaucoup de gens parlent, lisent en France. Et en même temps, c'est un pays, un territoire et une mosaïque à la fois de réalité, d'actualité, qui est presque inépuisable, en fait. Et donc, qu'on soit un, 2, 3, 4, 5 ou 12 correspondants, on a toujours le sentiment de passer à côté d'énormément de choses. Quelque part, à New York, la première ville du pays en termes de population, c'est pas qu'on passe à côté du moins de monde, peut-être à la fois. Euh, et en même temps, voilà, il y a aucune des grandes villes américaines n'est plus représentative peut-être du pays que dans cette immensité, dans cette diversité qu'une autre. Et il n'y a qu'en se déplaçant autant que possible. Mais se déplacer, c'est rater des choses. Enfin, voilà, c'est un seul. Et c'est sûr qu'au cœur du travail qui est le mien ici, je pense il y a à la fois être branché, traversé par tous les flux d'informations possibles sur ce qui se passe dans ce pays à plein de niveaux, etc. Mais essayer d'être autant que possible en mouvement pour aller à la rencontre de choses qui sont plus des signaux faibles. Et c'est vraiment en rencontrant des gens, c'est en faisant des que tu mentionnais, j'ai été, comme énormément de journalistes, dans les jours qui ont suivi la fusillade, qui a été qui a occasionné une des pires tueries en milieu scolaire de l'histoire du pays. Mais j'y suis retourné aussi un peu plus d'un an après, parce que il y avait un enjeu à voir ce qu'une ville comme celle-là pouvait devenir. J'étais rentré par la figure de cette femme qui était la mère d'une des victimes, d'un des enfants qui était mort à l'école et qui, à l'époque, se présentait à l'élection municipale. Et au fond, l'enjeu pour cette femme d'être élue ou pas, enfin, même si la symbolique était forte, c'était une femme latina, démocrate, dans une ville qui est historiquement gouvernée par des hommes blancs, républicains. L'enjeu qu'elle réussisse à renverser un peu cette fatalité-là des élections à Uvalde, dans cette par zone du Texas-là, était au fond assez limité. L'enjeu, c'était plutôt d'arriver à saisir dans un temps faible, entre guillemets, d'actualité, ce que ces tueries de masse, en fait, font à des communautés entières. Voilà. Donc c'est juste un exemple, mais en effet, du travail tel qu'autant que possible, moi, je l'envisage et que j'aime bien le mener, même si cette année, typiquement, voilà, les temps faibles je pense, vont être difficiles à dénicher dans l'actualité qui nous attend. Souvent, on dit les 6 prochains mois, mais je pense qu'il faut compter au moins jusqu'à janvier. Donc, On 8-9 prochains jours. on est d'accord, ça a été un retour à la réalité parce que souvent je me dis, ok, combien de mois on va devoir encore tenir à ce rythme-là, qui est un rythme fou, tu le connais, on s'en est parlé, et toi, cette semaine-là, on va en parler dans quelques minutes, ce que tu fais, c'est complètement malade, et en fait, la réalité, c'est que il n'y a pas de scénario possible où, en cas de défaite, Trump accepte sa défaite. Il y a déjà tout qui se met d'ailleurs en place pour contester les résultats
de l'élection, et donc ça ne va pas s'arrêter au début du mois de novembre prochain, ça c'est certain. Oui, juste une dernière parenthèse sur ton portrait sur cette mère de famille, c'était vraiment à cet article auquel je pensais que j'avais trouvé vraiment d'une véritable justesse, et j'essaierai de retrouver le lien, ou tu me l'enverras pour le partager sur mon compte Merci X beaucoup. Ouais. avec ma communauté, parce que vraiment je trouvais que c'était un des meilleurs papiers d'avoir lu, qu'elle se retrouve après le drame qu'elle ait vécu, qu'elle se retrouve dans l'action. On a déjà vu ça après Parkland, etc., mais c'est toujours quelque chose extrêmement fort lorsqu'un parent perd un enfant et décide de transformer cette douleur, ce deuil, en quelque chose de positif. Et vraiment, alors que je lis la presse américaine, tes mots étaient super justes, et je me suis dit, waouh, un jour il faudra faire venir Julien dans l'émission. Bon, on n'est pas pour parler de ça aujourd'hui, mais je voulais vraiment commencer à rendre hommage à ton travail, et vraiment à inciter tout le monde ici d'aller lire tes papiers, d'aller voir tes photos aussi. T'es photographe également, c'est ça, hein? Oui, c'est vrai. Oui, oui. Tu Puis j'ai un projet là un peu au long cours sur les États-Unis, mais voilà, qui mettra du temps. Il faudra repartir de ce pays pour que ça prenne forme. Mais Ouais. Et T'as, parce que t'as, c'est t'as, enfin. t'as un véritable œil aussi. J'ai vu ça hier en préparant l'émission. Bon, on va se lancer dans le cœur de notre histoire. Donc, toi, toute cette semaine, tu as été du côté de Manhattan, c'est ça? Voilà, moi j'avais raté un peu les premières semaines du procès, en tout cas physiquement, puisque c'était le moment. Le procès a été décalé, tu l'as couvert suffisamment, on n'a pas besoin d'y revenir. Euh, su- Tant de fois que les choses se sont mal calées. Moi j'étais en France pour ma visite annuelle au pays natal lorsque le procès a démarré au moment de la sélection du jury, etc. Donc j'ai suivi à distance, mais je me suis rebranché seulement ces dernières semaines vraiment sur la chose telle qu'elle se passait à New York, et particulièrement ces derniers jours, puisqu'on accédait voilà, avec les témoignages de Stormy Daniels et puis de Michael Cohen, vraiment au cœur de, de ce que l'accusation, de ce que les procureurs voulaient mettre en place, avec aussi les contre-interrogatoires qui présentaient aussi le plus d'enjeux pour le camp de la défense. Et donc il y a un enjeu réel, même s'il est possible aujourd'hui, évidemment, avec tout ce que les signaux qu'émettent la salle d'audience, les live tweets, le travail qu'en font les médias américains sur place, et les différents contacts que tu peux avoir, qu'on peut avoir, voilà. Il n'y a rien qui remplace tout à fait, évidemment, le fait d'être sur place et d'avoir les gens soit en face de soi, si on est dans la salle d'audience, soit sur un écran, avec le son, l'image, quand on est dans ce qu'on appelle l'overflow room, où sont la majorité des journalistes, qui est donc une salle. Trouvé La dans salle la salle d'audience. d'audience, ou uniquement dans l'overflow? Non, moi je fais plutôt dans l'overflow pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. D'abord, les places dans la salle d'audience sont très chères. Enfin, symboliquement, on va voir que les places d'ailleurs dans l'absolu peuvent être chères aussi en termes d'argent. Il y a un petit enjeu là-dessus. Mais en gros, il y a très peu de. Là, voilà, le plan que vous montrez, il faut compter environ 8 personnes par rang. Donc là, je les ai pas comptées là. Mais en gros, il doit y avoir au maximum, grand maximum, une centaine de places, et je dirais plutôt moins, puisqu'il y a plutôt de l'air dans cette salle d'audience. Et donc, il y a à nouveau une centaine de places qui sont dans l'overflow room, qui est occupée à 60-70% par des journalistes. Des journalistes ou des consultants des médias américains, qui sont souvent des anciens procureurs, des anciens juges, des avocats. Et pour, je dirais, la part restante, il y a une trentaine de places dans l'overflow room qui sont allouées ce qu'ils appellent au general public, donc le grand public. Et pour accéder à ces salles, pour accéder à ces sièges, il faut être, en théorie, c'est premier arrivé, premier servi. Donc dans la salle En d'audience, il y a des théorie, sièges. parce que tu vas nous parler d'argent, c'est ça? Absolument. Alors, et puis d'un système. Enfin, bon. Donc, déjà en premier lieu, donc il faut le dire, dans la salle d'audience, non, il y a les différents camps peuvent mobiliser en fait des places, évidemment. C'est ce qui permet
un certain nombre de supporters et d'alliés de Trump de se pointer, comme ils l'ont beaucoup fait de manière très démonstrative tout au cours de la semaine, et un peu de prendre part à la photo derrière lui, à la fois dans les couloirs du tribunal et puis dans la salle d'audience. Et puis il y a évidemment des rangs qui sont réservés à ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire c'est une sélection de journalistes qui sont là pour représenter collectivement la presse et s'assurer qu'il y a suffisamment de télévision, suffisamment d'agences de presse, suffisamment de la presse écrite qui vont diffuser l'information au dehors. Et donc, en quelque sorte, les autres membres des médias qui sont là à titre, c'est presque, c'est une forme de supplément qui, pour le coup, pas organisé par le tribunal. Et là, c'est là qu'intervient la logique en théorie du premier arrivé, premier servi. Donc, le premier arrivé le matin, en théorie, les portes du tribunal ouvrent à peu près vers 8h15, 8h20 en général. L'audience commence entre 9h et 9h30. Mais pour s'assurer d'entrer vers 8h15, 8h20, il faut être arrivé avant les autres. Sachant que vont rentrer environ à la louche 60 à 70 journalistes, représentants des médias, et sans doute une vingtaine, peut-être un tout petit peu plus, membres du grand public. Donc les places qui correspondent à peu près à ces volumes-là dans la file d'attente en face du tribunal sont critiques, désirables et très disputées. Et donc, l'enjeu concrètement pour quelqu'un comme moi, qui représente un journal français qui ne va pas chercher à hacker le système avec ses forts moyens financiers, c'est d'y être en gros vers 5h30 du matin pour être sûr d'entrer. À partir de 6h, on rentre dans une zone risquée. Donc t'es là à 5h30 le matin pour être au début de Oui. l'audience qui est à 9h30. Et en gros, ce que tu dis, En gros, on en a un petit peu parlé lors de mes récaps, c'est que il y a des compagnies qui occupent les places et qui vendent les places le matin, c'est ça c'est ça. l'idée? C'est ce qu'on appelle des line sitters. Donc c'est un service qui existait déjà évidemment avant ce procès. Souvent, c'est des gens qui vont être payés pour faire la queue, pour acheter des places de spectacle, par exemple, ou pour entrer dans un musée ou dans tel magasin qui, au moment d'une offre spéciale, etc., et qui, là, pour les compagnies organisées, structurées, ont doublé leurs tarifs et commencent à faire la queue à une heure dite par le client. Souvent, donc, c'est ce que font les grands médias en substance. Hein. CNN, le New York Times, leurs reporters stars ne sont pas à 2h du matin devant le tribunal à faire la queue. Ils ont des line sitters. Il y a une compagnie qui s'appelle assez identifiée, qui s'appelle les Line Dudes, qui donc se pointent à l'heure qu'on leur demande. Voilà, on leur dit on aimerait être les premiers ou les troisièmes ou les cinquièmes dans la file. Vous pensez qu'il faut être là à quelle heure? Ça donne des gens qui arrivent, qui passent la nuit en fait littéralement devant le tribunal, pour la file des médias. Et pour la file du public général, alors là, il y a à la fois des professionnels organisés, mais il y a aussi des individus qui se disent que soit pour le panache, pour le défi d'être le premier dans la queue, de se dire qu'ils peuvent être le premier à entrer, mais aussi évidemment par une forme d'opportunisme économique, commerçant, vont se pointer. Alors là, bien avant encore, puisque la concurrence est beaucoup plus rude. Donc là, lors du dernier jour d'audience, jeudi matin, par exemple, j'ai croisé un des récurrents, disons, un des habitués de cette ligne du grand public, qui était là depuis, disait-il, 11h20 la veille, 11h20 du matin. On parle pour une entrée, donc 21h à peu près avant l'entrée des portes. Et il était un peu contrarié parce qu'il avait le sentiment de s'être fait griller par des gens qui étaient arrivés quelques minutes avant lui. Et donc il n'était que troisième dans la file d'attente. Et donc il y a ce type, par exemple d'ailleurs, John, certains jours, il va donc vendre sa place pour plusieurs centaines de dollars, parfois plus de $1000, à quelqu'un qui tient absolument à assister à l'audience et qui n'a pas, contrairement à lui, évidemment, passé 15 heures à faire la queue. Soit il y a certains jours, il va garder sa place et il va assister à l'audience lui-même et profiter de ce qu'il vit comme un. Et en plus, jeudi, vous avez eu de la pluie, hein, c'est ça, hein? Oui. Alors moi, contrairement à John, je n'ai pas passé 20 heures devant ce tribunal. Mais oui, on est évidemment un certain nombre à être rentrés les pieds trempés et à se demander. Et là, il faut le dire que la salle d'audience et l'overflow room sont
très violemment climatisés. Voilà. Mais donc pour revenir simplement, donc on a fait un long écart par les files d'attente, mais ces 2 salles sont les 2 seuls endroits en fait d'où on peut la salle d'audience évidemment parce que c'est là où ça se déroule. L'overflow room, c'est le seul endroit qui reçoit un flux audio et vidéo, où l'on peut voir en fait ce qui se passe dans le tribunal. Et quelque part, il faut le dire, bon, il y a des règles assez strictes qui s'appliquent aux différents membres du public, aux différents médias qui sont là. On peut pas, l'usage des téléphones, notamment, est strictement interdit, sauf pour certaines exceptions, qui sont les médias qui sont censés sortir l'information. Et d'ailleurs, on a pu constater cette semaine que beaucoup d'alliés de Trump, alors des gens qui peuvent se prévaloir d'une fonction d'élu pour certains, mais pas forcément. Il y a son fils Eric qui était là, il y a Vivek Ramaswamy, ont allègrement piétiné le règlement qui dit que si vous n'êtes pas là pour rendre compte pour un média, normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser d'outils d'appareils électroniques et principalement et notamment de téléphones non seulement dans les salles d'audience, mais même à l'étage, en fait, Ils ont tweeté, c'est ça, hein, ils ont publié, ils ont communiqué, etc. Et depuis la salle, on les voyait sur leur téléphone. Et ça interroge évidemment venant du parti Law and Order, j'imagine. Mais voilà, donc après le règlement, on sent bien il est à la fois très strict, il y a des affichettes partout qui disent que si quelqu'un commet l'interdit absolu, outrepasse l'interdit absolu, qui est celui d'enregistrer d'une manière ou d'une autre le son, l'image, prendre une photo. Voilà, non seulement la personne sera sortie, mais la salle sera fermée. Et donc ça incite aussi évidemment la communauté des spectateurs et reporters de ce procès, évidemment, à être très attentive à ce que personne, en théorie, ne transgresse cette règle un peu absolue, qui est là, qui est inscrite dans le droit de l'État de New York. On sait que c'est différent dans d'autres États. Si le procès de Trump en Géorgie se déroulait, il y aurait des caméras, etc. L'Overflow Room présente un avantage, c'est qu'on a face à nous un écran où les 4 principales entités du procès sont filmées de manière directe. On peut voir tout le monde en même temps, à la fois le juge d'un côté de l'écran, la personne qui est en train de témoigner, et puis les 2 parties, donc les procureurs et la défense. Dès lors qu'on n'est pas au tout premier rang, c'est un peu difficile de lire ce qui se passe sur les visages de ces gens, parce qu'évidemment, c'est pas un montage de cinéma, c'est 4 caméras fixes qui sont suffisamment distantes pour embrasser les différentes parties. Donc, beaucoup de journalistes, dont je suis, apportent des jumelles avec lesquelles on va commencer à scruter un peu des détails un peu plus précis sur les expressions, sur la gestuelle, évidemment, des personnes engagées, des acteurs de ce procès. Les seules personnes qu'on ne voit pas depuis l'Overflow, parce qu'on n'est pas censé les voir, et c'est le seul avantage majeur qu'ont les journalistes qui sont présents dans la salle d'audience sur nous, c'est le jury. Puisque le jury, dans ce procès particulièrement, est censé rester anonyme. Donc on ne peut pas les cacher lorsqu'ils sont dans la salle d'audience, mais les couloirs du tribunal sont fermés à toute forme de circulation lorsqu'ils entrent et qu'ils sortent de la salle, et il n'y a que dans la salle d'audience qu'on peut voir leur visage, et que certains, voilà, encore une fois, acteurs, commentateurs du procès, peuvent avoir un œil sur les interactions, les échanges de regards qui peuvent exister entre le témoin, entre les avocats de la défense, les procureurs et le jury, et éventuellement ce qui peut transpirer de la réception qu'ils ont, ces 12 jurés et ces suppléants, du spectacle qu'il leur est offert. Quand le jury rentre, le feed vidéo que vous avez, j'imagine, il se coupe, c'est ça? Absolument, oui. Ok, donc ça pour rappeler à mon audience, c'est une des raisons de sécurité qu'a installé. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Là, on a un jury anonymisé, en tout cas pour des raisons de sécurité, parce que on sait les débordements qu'il y a eu, les pressions mises par Trump là-dessus. En termes d'autres conditions de sécurité, parce que là, tu as quand même un ancien président des États-Unis, donc j'imagine que c'est comment ça se passe, c'est le Secret Service qui run the show, comme on dit. Ça se joue. Pour ce qui concerne les déplacements de Trump, oui, comme partout où il va, jusqu'en prison s'il devait y aller un jour, on sait aujourd'hui qu'il serait suivi encore par le Secret Service. On en est très loin, et c'est sans doute pas forcément dans cette affaire que ça se produira, si ça doit se produire un jour. Mais voilà, depuis que Trump a été élu président, il est
en quelque sorte, assigné à cette compagnie, du Secret Service et qui le suit, qui l'accompagne et le devance un peu partout. Après le tribunal en lui-même, on parle du tribunal de la première ville des États-Unis, dans le district qui est concrètement celui de Manhattan, hein, le comté de New York, où il se passe énormément de choses par ailleurs. J'imagine qu'ils ont un peu fait le vide autour, évidemment pour que simplement la circulation dans le tribunal soit gérable, mais tous les matins, on voit arriver des gens qui ont reçu une lettre, qui sont en jury duty. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont jugées, en même temps à d'autres étages de cet énorme paquebot qu'est le tribunal et qui n'est qu'un des bâtiments donc de cet appareil, de la justice, new-yorkaise au sud du district du sud de Manhattan. Hem et donc, évidemment, il y a une présence policière très importante. Il y a pas mal de choses qui sont bouclées. Contrairement à ce qu'a dit Trump, à ce qu'ont déclaré un certain nombre de ses alliés au cours des dernières semaines, il y a le parc en face, tout un tas d'éléments de voirie qui sont autour sont évidemment accessibles au public. Il y a vraiment juste les zones d'accès un peu critiques, en fait, du tribunal qui sont derrière des barrières avec, avec de la police. Et il faut bien avoir à l'esprit on est dans une des zones les plus denses, de la ville, la plus grande ville américaine, la ville la plus densément peuplée américaine aussi. Et donc on peut pas en fait boucler un quartier, indéfiniment pendant 1 mois. Même tout bloquer juste les axes en fait, heu, attenants en fait ça mettrait un bordel pas possible, c'est très compliqué. Donc quand Trump arrive évidemment avec, sa motorcade et avec, son entourage, ça mobilise et ça bloque, un axe pour le temps de son arrivée. Mais quand même tout ça est très, très bien réglé, tout est minuté. La même gestion s'opère en quelque sorte dans les couloirs du tribunal, c'est-à-dire que nous, on est enfermés, par exemple, dans l'overflow room, hem, pendant que Trump arrive dans la salle d'audience. Puis lorsqu'il sort, heu, afin de ne pas avoir assuré mettre le même niveau de sécurité, enfin de minimiser si tu veux la présence dans les couloirs au moment où lui circule en fait, entre et sort. Mais pour autant, voilà, le quartier n'est pas bouclé, il y a des caméras partout, il y a des barrières, il y a des box qui sont définies, pour la présence des médias et cetera. On l'a vu d'ailleurs, jeudi où un plaisantin, pro-Trump a pu opérer un lâcher de ballon, une centaine de phallus gonflables, à l'effigie des magistrats préférés des trumpistes. Je crois qu'il y avait à la fois, le juge Merchan, Engoron, Alvin Bragg, peut-être un ou 2 autres, Jack qui Smith, étaient ouais. représentés. Voilà. Et tout ça a pu s'opérer en face du tribunal. La personne qui a fait ça, à ma connaissance, n'a pas été inquiétée. La raison pour laquelle il y a pas des manifestations massives dans les rues, environnantes, c'est parce que les gens ne viennent pas. Et je dois dire que cette semaine particulièrement, on avait vu un peu des gens au moment évidemment de sa mise en examen l'an dernier. Il y avait eu une petite manifestation et une contre-manifestation d'un volume à peu près équivalent, qui mobilisait quelques dizaines de, pro et anti-Trump. On a revu un peu les choses sporadiquement comme ça au début du procès. Là, ça fait des semaines qu'il n'y a plus personne. Donc tu confirmes ce qu'on raconte depuis des jours, image à l'appui, que c'est un mensonge de la part de Trump, mais aussi de ses alliés. On a vu cette semaine parmi je crois que c'était J.D. Vance qui avait expliqué qu'il n'avait pas le droit de venir, quoi, que c'était interdit, qu'on ne pouvait pas approcher le tribunal. Donc ça, c'est faux. Oui, bien sûr, n'importe qui. Alors il y a évidemment des restrictions et encore une fois, si vous voulez vraiment vous pointer juste devant, en face de la porte, d'entrée du tribunal. Mais ça, je pense que, heu, la circulation n'est jamais totalement ouverte et fluide autour de ces édifices-là, de toute manière. Là, il y a un peu plus de restrictions, il faut parfois attendre 5 minutes avant d'emprunter tel trottoir parce que c'est pas le moment idéal et cetera. Mais il y a de la circulation, il y a des trottoirs qui sont ouverts, il y a un parc en face, où on voit tous les soirs, du monde quand nous on sort du tribunal. Il y a une présence policière qui est très importante évidemment, elle met pas forcément une ambiance, fantastique. Hem, mais bon, je pense que la réalité, c'est que les gens ont une vie, y compris les supporters de Trump les plus hardcore et qu'à un moment donné, ils sont venus là pour le 1er jour, le 2e jour
On est à New York aussi, qui est pas quand même non plus le territoire le plus Bastion, concerné. ouais. Voilà, donc il y a des gens sous des tentes en face du tribunal, mais ce sont des gens qui font la queue pour le lendemain et même pas pour eux-mêmes. Alors, je voudrais avoir, avant qu'on rentre dans le cœur du procès, on vient de parler des alliés de Trump qui viennent, on les a vus en photo, tous habillés à peu près pareil, avec le costume pro-Trump, la cravate rouge, il y a eu Gaetz et Burgum, il y a eu tout ce monde qui est venu ces derniers jours. On a beaucoup expliqué pourquoi d'afficher ce soutien, d'aller attaquer après, lors de la pause, aller attaquer ce que Trump ne peut pas faire via son baillon, c'est-à-dire attaquer le juge, la fille du juge, attaquer les témoins, etc., etc. Il y a un autre aspect qui m'interpelle et je voulais avoir ton avis dessus. Est-ce que tu ne penses pas que d'avoir dans la présence, dans la salle d'audience, je ne parle pas de ce qui est fait à l'extérieur, dans la salle d'audience, d'avoir ces 10-15 élus qui sont là et qui fixent le jury, ce n'est pas une forme d'intimidation du jury, il n'y a pas quelque chose qui vient on n'en a pas parlé, hein, c'est vraiment qui vient Non, c'est vrai. te gêner dans cet aspect-là, qu'ils soient aussi dans la salle d'audience. Ce sont des élus des États-Unis, le public les Oui. connaît, la plupart. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment que c'est une manière aussi de mettre de la pression sur le jury? C'est intéressant, oui, il y a quelque chose. En plus, cette semaine c'était d'autant plus fascinant que à la barre, on entendait Michael Cohen qui parlait de jusqu'où, alors après avec toutes les précautions qu'il faut prendre avec la parole de Michael Cohen, mais euh, jusqu'où la loyauté absolue, le délire, enfin, et l'aveuglement presque d'amour ou d'admiration, de fascination pour Trump peut conduire quelqu'un. Euh, et là, et en face de ça, ou en parallèle de ça, on avait cette espèce de baroude, justement, de tous ces types en cravate rouge, venant mimer à la fois le gourou, le chef, le patron, et puis faire la démonstration, justement, de cette loyauté. Donc, il y avait une forme de résonance assez, quand même, je trouve, frappante. Déjà, pardon, je réponds pas tout immédiatement à ta question, mais Vas-y. là-dedans, et je pense que le jury, personne n'est dans la tête de ce jury, mais consciemment ou pas, ne peut quand même que saisir quand même cet effet de miroir un peu grinçant qu'il peut y avoir entre ce type qui se définissait naguère comme le pitbull de Trump, comme à la fois son confident et son cogneur, euh, voilà, et puis que ça a conduit en prison, et que ça a conduit aujourd'hui, on le voit quand même à un état comment dire, enfin, qui est très enfin, voilà, à la fois de regret, de déréliction morale, et puis qui a été complètement dévoré par ça, qui aujourd'hui refait sa vie différemment, mais en étant toujours obnubilé par Trump, par l'esprit de vengeance, et ça abîme évidemment la perception que les gens auront de lui pour le restant de ses jours. Après, je vais pas forcément m'apitoyer sur Michael Cohen, mais il y a quelque chose quand même c'est une figure un peu tragique quelque part, et au fond, je pense que c'est difficile d'être spectateur de ce procès cette semaine-là particulièrement, où il y a eu ce défilé comme ça de loyauté derrière Trump, et de pas voir l'effet de miroir étrange et assez frappant qu'il y a entre ce type qui est à la barre et ceux qui se trouvent derrière lui en masse. Ce type qui raconte comment, et par vraiment des ressorts, des rouages totalement mafieux, enfin, ou en tout cas évoquant vraiment la mécanique mafieuse. Il a été évincé à un moment donné du clan, il a été vraiment poussé sous le bus. Euh, et ces gens qui aujourd'hui constituent l'accord, qui viennent se montrer comme les gros bras du clan. Bon. Est-ce que ces gens qui sont des élus de la nation, qui sont certains élus au Congrès, sénateurs, élus à la Chambre, gouverneurs, ne sont pas n'incarnent pas une forme de pression symbolique? C'est la question que tu me posais sur ce jury. À la fois, virtuellement, on pourrait se dire que oui, que c'est problématique, surtout venant de quelqu'un comme Mike Johnson, qui par ailleurs, voilà, indépendamment du fait que c'est un élu républicain, est le troisième personnage de l'État américain, qui est censé un peu incarner quelque chose au-dessus des partis et des personnalités. On sait bien évidemment qu'on est très loin de ça, et
il faut pas attendre grand-chose de Mike Johnson et des républicains, du parti républicain actuel de ce point de vue-là. Mais oui, en théorie, ces gens, voilà, ont une stature quand même qui pourrait être propice à intimider ou à faire pression sur ce jury. Là où je pense qu'au fond, l'effet est sans doute assez limité, heu, c'est que de toute manière, ces gens ont face à eux un ex-président des États-Unis qui est candidat à nouveau à, l'élection présidentielle et en quelque sorte, il tue le game. Enfin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus intimidant au fond du côté, voilà, de la défense que Donald Trump? Heu et on sait, voilà, qu'il a il a eu des mots, qui, à l'égard des magistrats, à l'égard des témoins, de manière plus subliminale au départ à l'égard du jury potentiel, avant de se restreindre un peu, tout en ayant bafoué un certain nombre de fois son gag order et en étant évidemment conscient, et le juge l'a formulé, que la dernière chose que le juge veut, c'est de mettre un ancien et peut-être futur président en prison, être la personne qui fait ça. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus intimidant que Donald Trump? Donc je pense que l'effet à cet égard-là, il est assez neutre, de la présence de ces élus-là, et cetera, et quelque part, il est grotesque. C'est-à-dire que qu'est-ce que vient faire le gouverneur du Dakota du Nord dans une salle d'audience d'un tribunal à New York, une affaire qui engage la justice de l'État? Enfin, est-ce que les gens enfin, ça C'est devrait sûr. poser question. C'est sûr. Une Et en Burger, plus, ok. leur présence renforce, à mon avis, l'absence de vraiment. On a eu Eric, comme tu l'as dit, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas Mélania, alors qu'elle a été au cœur de pas mal de discussions. Il n'y a pas le reste de la famille. Peut-être qu'ils vont venir pour les plaidoiries ou pour une défense de Trump s'il y a une défense qui va arriver. Mais je pense qu'aussi leur présence. On a eu en première semaine des gens qui étaient payés par la campagne, des employés de Trump, c'était les seules personnes. Et là, ce sont des élus qui viennent soit en plein casting pour être VP, soit parce que c'est Trump qui leur a demandé de venir, on sait. Donc c'est vrai que je sais pas si c'est une stratégie gagnante de la part de Trump, en tout cas pour le jury, d'avoir ce mur de cravate rouge derrière lui. Et des gens qui, par ailleurs, viennent faire enfin, la démonstration de leur inculture ou leur incompétence. Parce que évidemment, dans le cas, je pense, du commentaire que tu signalais tout à l'heure de J.D. Vance, qui dit que c'est Fort Knox, que tout le sud de Manhattan est bouclé, que personne ne peut s'approcher, alors que des millions de gens, évidemment, viendraient taper aux fenêtres si on les laissait faire et manifester leur soutien à Trump. Ça, c'est une rhétorique trumpienne très, très connue, enfin, qui est tellement exacerbée, tellement grotesque que finalement, je pense que plus grand monde n'y croit. Moi, j'ai des souvenirs surtout les gens qui ont couvert les campagnes de Trump en ont similaires ou pire. En septembre dernier, j'étais à Détroit au moment où à la fois Trump et Biden étaient venus un peu draguer les grévistes du secteur de l'auto. Et, et Trump était arrivé dans un micro atelier de pièces détachées qui étaient non syndiquées, où ils avaient dû recruter une foule d'anciens, enfin souvent des anciens des ouvriers de l'auto à la retraite qui n'étaient pas syndiqués eux-mêmes, et quelques supporters. Il avait face à lui 200 personnes. Il était rentré dans la salle en disant « Rendez-vous compte, il y a des dizaines de milliers de personnes à l'extérieur. » Puis, moi, j'étais à l'extérieur parce qu'ils n'avaient pas laissé rentrer la presse et j'avais 40 personnes autour de moi. C'est vraiment un classique. C'est le ratio peut-être le plus extrême que j'ai constaté entre évidemment la parole de Trump qui s'adresse par ailleurs à la fois la centaine de personnes à l'intérieur, mais évidemment aux caméras des gens, enfin des caméras qui diffusent sur les médias sympathisants, disons, sa prise de parole. Et donc les gens qui sont loin, pour le coup, ne peuvent pas vraiment, ils se disent qu'il n'y a peut-être pas des dizaines de milliers de personnes, mais enfin voilà. Mais donc ça, c'est un grand classique. Et J.D. Vance, quelqu'un qui a été très critique de Trump et qui le désignait comme à la fois stupide, dangereux, etc., il y a 10 ans, aujourd'hui mime vraiment les pires excès de sa parole et de sa rhétorique. Mais il y a aussi des gens dont on peut penser vraiment qu'ils ont fait simplement la démonstration de leur incompétence ou de leur inculture, voire de leur stupidité. Et donc c'est par exemple Mills,
l'élu de Floride qui était là mardi quand on a commencé à assister au contre-interrogatoire et qui se plaignait sur Twitter, donc par ailleurs donc au mépris du règlement du tribunal, euh, du fait que il y avait une forme de complot, je ne sais pas, ou de conspiration qui était à l'œuvre, puisque lorsque la défense introduisait des preuves, on pouvait les voir sur les écrans, et tout le monde pouvait les voir, et le jury pouvait y être exposé. Et depuis que le contre-interrogatoire avait commencé, lorsqu'il était fait référence à des textos, à des échanges, à des messages, à des documents, il n'était pas montré sur l'écran, dans une tentative, laissait-il l'entendre, évidemment, d'affaiblir la défense. La réalité, évidemment, c'était simplement que la défense n'introduisait en fait aucune preuve jusque-là, et n'en avait introduite aucune depuis le témoignage de Cohen, et donc elles étaient montrées à Cohen pour qu'il dise oui, je reconnais ce texto, je reconnais ce message, oui, c'est bien moi qui ai dit ça, mais aucun de ces éléments n'était versé en fait au registre des preuves. Officiellement Parce versé au que dossier. Ouais. Alors qu'on a vu exactement l'équipe du procureur faire le contraire avant que Cohen vienne, d'essayer de préparer, d'entourer son témoignage avec sa personnalité, ses zones d'ombre, de toutes ces preuves et de tous ces documents. Donc c'est pour ça que ces documents sont officiellement au dossier et ont été projetés sur les écrans, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'il y avait en plus il y avait eu déjà en plus le dernier acte du témoignage de Cohen avait été vraiment une manière de border, de baliser, d'introduire des éléments qui pouvaient être susceptibles d'être amenés par la défense. On a vu que par la suite, et donc principalement jeudi matin, la défense a réussi à mobiliser à partir de la matière documentaire dont les deux parties disposaient, et notamment le contenu des téléphones de Cohen, a réussi à mobiliser et à faire sortir des éléments de preuve qui ont été versés pour le coup au dossier. Et donc on a vu sur les écrans, contrairement à ce que Mills, le député Mills laissait entendre, qui ont pour le coup mis à mal la version, en tout cas qui ont proposé de manière convaincante une hypothèse d'une version alternative à celle qu'avait évoquée Cohen sur le déroulement d'un fameux appel de 96 secondes qu'il aurait eu avec Trump au moment où il lui aurait annoncé, où il dit lui avoir annoncé, c'est bon, j'ai réglé l'affaire Stormy Daniels, le deal est scellé, il n'y a plus besoin de s'en inquiéter. Et on a vu qu'en mobilisant des textos qui étaient présents sur le téléphone, des SMS de Cohen, la défense a mis en place ce récit alternatif, qui est peut-être vrai pour partie. Aujourd'hui, rien ne permet vraiment de savoir ce qui s'est passé, où il aurait en fait parlé d'autre chose. Voilà, Cohen tient sa ligne qui est de dire j'ai parlé d'autre chose, c'est ce harcèlement que j'ai subi, la défense lui a rappelé qu'il avait subi d'un adolescent de 14 ans, auprès du garde du corps de Trump. Mais Cohen dit, mais j'ai parlé aussi, évidemment, il suffit de quelques mots pour dire c'est bon, c'est réglé, c'est l'affaire. Voilà. On a quand même vu que la défense a été plus efficace jeudi et qu'elle a justement mis au jour des éléments de preuve qui ont été versés à ce moment-là au dossier. Je voudrais que, alors je sais qu'on a déjà parlé beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Est-ce qu'on peut un peu continuer ou Oui, bien tu sûr, dois partir? On peut continuer, formidable. Merci Julien. En tout cas, je veux te dire que je sais pas si tu vois les messages que Thomas met à l'écran du chat et que le chat non seulement se régale avec tout ce que tu dis, mais vraiment te remercie de venir leur raconter ces coulisses du procès parce que ce sont pas forcément des informations que l'on voit. Quand même toi, tu dois faire un papier, tu dois te concentrer sur ce qui s'est passé pendant l'audience et pas ce qui s'est passé le avant, le après. Et donc ton décryptage est super intéressant et donc je tiens vraiment encore à te remercier. Sur ce document, sur cet aspect-là, nous, ce qu'on a fait, tu le sais, on suivait ça en direct, pas depuis l'Overflow, mais depuis notre studio de Las Vegas. Et donc, ce qu'on a fait pour démontrer que Cohen n'avait pas forcément tort, on ne sait pas s'il dit la vérité, mais en tout cas forcément tort, c'est qu'on avait rejoué, tu sais, l'extrait téléphonique qui a été passé au tribunal, qui dure 1 seconde de plus que la fameuse conversation, et on se rend compte dans cet extrait qu'il y a 5 sujets de conversation
5 sujets de Absolument. conversation qui sont abordés et que souvent la manière dont il fonctionne avec Trump, c'est de dire simplement, voilà, une phrase, l'autre répond par un mot, ou des fois il répond même pas, une phrase répond par un mot, et que donc lorsqu'il dit que on a effectivement peut-être parlé on a parlé de ces blagues téléphoniques, de savoir si le Secret Service pouvait s'en occuper, en même temps j'ai juste dit voilà, c'est bon pour Stormy Daniels, c'est possible, d'autant plus que dans ce mois d'octobre, ce n'est pas le seul appel qui est il faut pas oublier ça. Il y a d'autres appels Absolument. qui sont en lieu, mais certains médias, un peu les Français, mais américains, je pense ici à Anderson Cooper, qui est sorti de ce moment-là en disant, voilà, ou Harry Melbourne sur MSNBC, je sais pas, tu as vu, qui est sorti de ce moment-là en disant, voilà, ça a été un massacre, un bloodbath, c'est le terme qui a été utilisé. C'était le jury, ça a dû complètement les renverser. Je trouve que c'est toujours une erreur, et j'essaie à chaque fois de préciser lorsque je cite des réactions, lorsqu'on nous parle des réactions du jury, de prendre ça avec des pincettes, parce que personne ne sait ce qui se passe dans la tête du jury, mais il y a eu ce sentiment que, mon Dieu, à ce moment-là, c'était le tournant du procès. Est-ce que toi, qui as vu, tu ne vois pas le jury, mais qui a vécu ce moment-là, avec Todd Blanche qui a monté la voix et qui a dit c'est un mensonge, est-ce que tu as eu ce sentiment que d'un coup, tout était en train de changer? Tout en train de changer, non. Il s'est clairement passé quelque chose. Et qui n'a pas été perçu de la même manière par tout le monde dans la salle. Je pourrais revenir là-dessus dans un instant, mais il s'est passé quelque chose parce que déjà, il faut dire que dans son contre-interrogatoire, la défense jusque-là tournait vraiment autour de l'affaire sans lui faire sort. Donc jusque-là, enfin, moi j'ai compté, alors peut-être que ça m'a échappé à un moment donné parce qu'à la fois c'est long, on est fatigué, mais moi j'ai eu le sentiment d'entendre le mot Stormy Daniels, le nom de Stormy Daniels prononcé par Todd Blanche dans son contre-interrogatoire pour la première fois dans la 5e heure de ce contre-interrogatoire. C'est-à-dire que lors des premières heures, il s'agissait vraiment, parfois de manière performante, souvent moins, et de manière souvent toujours un peu dispersée, avec une vraie difficulté, je trouve, de Blanche par rapport à sa collègue Susan Necklace lors du contre-interrogatoire de Stormy Daniels, à mettre en place une narration et à faire valoir des points précis qu'il souhaitait enfoncer. C'est-à-dire que quand on écoute attentivement, on comprend, oui, voilà, là, il essaie de faire ça, il y arrive, mais il faut vraiment tendre l'oreille, et souvent, il bascule, il passe à autre chose, on ne sait pas très bien, enfin, les transitions ne sont pas très claires. Je trouve qu'il a beaucoup plus de difficultés que Susan Necklace, qui est par ailleurs quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience dans le contre-interrogatoire, comme avocate de la défense. Il a une vraie plus de difficulté à faire un peu sortir, émerger et créer une impression forte avec les arêtes, un peu avec ce qui vertèbre en fait ce qui voudrait être sa démonstration. Mais donc sa démonstration pendant les premières heures, c'était Michael Cohen n'est pas quelqu'un de fiable. Il dit une chose et puis il en dit une autre. C'est quelqu'un qui est mu par un sentiment de revanche, et c'est quelqu'un qui est par ailleurs intéressé au fond à la ruine de Donald Trump, puisqu'il il gagne de l'argent avec ça depuis un certain nombre d'années, depuis sa sortie de prison. Il gagne 3,7 millions de dollars avec ses livres, il gagne de l'argent avec ses podcasts. Maintenant, il mobilise une communauté sur TikTok à qui il vend du merch, des t-shirts rigolos avec Trump en prison. C'était assez savoureux de faire lire, de devoir voir Todd Blanche être obligé de lire en fait ce qu'il avait écrit sur ses t-shirts dans la salle d'audience devant Trump. Mais bref, et donc voilà, son propos dispersé, parfois performant, d'autres fois moins à mon sens, était quand même assez circonscrit à ça. Et puis à un moment donné, on a commencé à arriver dans le cœur de l'affaire, et là, avec cet épisode-là auquel on vient de faire référence, pour la première fois, il a été vraiment, il a été amené et d'une manière qu'on peut trouver convaincante, qui n'est pas irréfutable, mais qu'on peut trouver relativement convaincante, il a été amené à dire, voilà, vous avez dit ça, qu'en gros, dans votre récit, et le rôle de Cohen, il y a évidemment énormément de témoignages qui corroborent des choses précises qu'ils disent, il y a énormément d'éléments de preuve vers ce dossier, ça a été vraiment la stratégie des procureurs de semer tous ces petits cailloux, en fait, très
assez éloquent, assez convaincant au gré des témoignages précédents. Et le rôle qu'ils ont fait jouer à Cohen là-dedans, ça n'est pas d'être la base. Ils auraient pu le faire venir en premier à la barre. Ils l'ont fait venir en dernier. C'est d'être le liant, c'est-à-dire celui qui trace les pointillés en fait entre tous ces éléments qui avaient été semés par les personnes, les témoignages précédents, les éléments de preuve à ce dossier. Et donc, de fait, Cohen, il a vraiment ce rôle c'est celui qui raconte l'histoire, la totalité de l'histoire, le début, le milieu, la fin. C'est celui qui relie David Pecker à Stormy Daniels, et c'est celui qui fait la navette entre ces gens ou ceux qui les représentent et Donald Trump. C'est celui qui est là pour dire ce qui se passe quand il n'y a pas de mail, ce qui se passe quand il n'y a pas de texto, ce qui se passe quand il y a un contrat, mais il n'y a pas la signature de Trump dessus, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui ne reposent que sur ce récit fait par Cohen. Et lors de ce moment dont on vient de parler, pour la première fois, la défense s'attaque directement à ce récit, non pas à la crédibilité de l'énonciateur de ce récit, mais ou aux motivations ou aux biais qui l'animent, mais à la crédibilité d'un élément pivot de ce récit en disant, voilà, là vous dites, il y a ce pacte qui a été scellé, on vous a chargé de ceci, plus tard vous ferez ce paiement, et entre les deux, il y a ce moment pivot qui est, vous appelez le boss, vous appelez président Trump, comme on dit évidemment quand on est avocat de la défense dans cette salle de tribunal, et vous lui dites, c'est bon, c'est fait. Voilà. Sauf qu'en fait, moi je vais vous montrer qu'en fait, c'était pas du tout ce que vous aviez en tête à ce moment-là, et c'est pour le coup la première fois qu'ils peuvent semer véritablement le doute fortement, et de manière très précise, sur un élément dont l'accusation, dont les procureurs ont vraiment eu le soin de l'adosser, comme tout ce qu'ils pouvaient dans le récit de Cohen, à des éléments tangibles, factuels, soit corroborés par d'autres témoignages, soit en disant, voilà, vous dites que vous avez dit ça, bah regardez, on va sortir, et c'est d'ailleurs un peu fastidieux quand vous étiez dans la salle, on va sortir les registres téléphoniques où on voit, bah oui, ce jour-là, vous avez une interaction directement avec lui ou directement avec Keith Schiller, son garde du corps historique, qui était devenu son chef de la sécurité et qui l'a même suivi jusqu'à la Maison-Blanche pour la première année de la présidence Trump, qui souvent faisait l'interface. Donc, ah oui, bah là, vous dites qu'il s'est passé ça, bah là, on a des textos qui corroborent, vous avez écrit ça à un tel, vous avez écrit ça après, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, si vous voulez, n'a pas renversé toute la démonstration des procureurs. Ça n'a pas soudain fait de Michael Cohen un affabulateur, parce qu'en fait, on ne pouvait pas l'écouter jusque-là, c'est documenté. L'accusation, les procureurs ont cherché à baliser précisément ça, à déminer ça de l'avance. Ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, ce récit très cohérent, très linéaire, et où il faut bien le dire, Cohen a mis en avant des souvenirs bien plus précis qu'il n'en avait sur d'autres questions qui lui étaient posées. Pour la première fois, un pan entier de ce récit-là a été vraiment mis en doute avec un récit alternatif convaincant, pas irréfutable, encore une fois, parce qu'il peut tout à fait, comme tu l'as dit, avoir parlé de ça et d'autres choses, mais disons qu'il y a un ensemble de signes qui disent, regardez, de la même façon que l'accusation vous a dit, là, il textote ça, il écrit ça, il dit ça à un tel, et derrière, il y a un appel. Et donc, bah, quand il vous dit que cet appel, il a consisté à dire ça à Trump, tout converge vers ça. Là, on a la défense qui prend en quelque sorte l'accusation à son propre jeu, et qui dit, bah non, regardez, on peut tout à fait construire une toute autre forme de récit contextuel ou d'arrière-plan circonstanciel qui indiquerait que ce coup de fil a servi à autre chose que ce que Cohen nous dit. Évidemment, il y a eu d'autres échanges. Évidemment, il peut s'être trompé de bonne foi en disant c'est là que je lui ai dit, alors qu'en fait, il lui a dit le lendemain, il lui a dit la veille, ou il lui a dit par un autre biais, etc. Mais le doute, enfin, ce qu'a fait la défense là, c'est semer un doute
Et c'est toute raisonnable la stratégie. La stratégie, on le rappelle, c'est que absolument. c'est d'introduire le doute qui ne permettrait pas au jury de condamner Trump sans l'ombre sans l'ombre d'un doute. Évidemment, il va y avoir en début de semaine le redirect. Donc, j'imagine que du côté du côté du procureur, on va revenir sur cet épisode-là et on va lui permettre d'expliquer les choses un petit peu différemment. Mais tu viens de dire quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est peut-être, et c'est vrai que quand on est en direct, moi je parle pour moi, on s'en rend pas forcément compte, on a tous souligné ce comportement chaotique de Todd Blanche qui passe d'une époque à l'autre, d'un sujet à l'autre, ce que tu viens de décrire pendant de longues heures, et en y réfléchissant, je me suis dit aussi, c'est une stratégie de son côté pour s'opposer à ce qu'a fait l'équipe du procureur. L'équipe du procureur ont fait un récit linéaire, comme tu viens de dire, une construction logique, et dans cette construction logique, les mensonges de Michael Cohen s'expliquent. Parce que c'est lié à ça, c'est lié à ça, ça menait à ça. Alors que quand tu les prends de manière isolée et que tu les fais de manière complètement chaotique, il y a plus ce soutien logique. Et donc quand tu fais ça 50 fois ou 70 fois pendant des heures, le message que tu envoies au jury, c'est de dire, regardez, ce gars c'est juste un menteur, il n'y a aucun sens, il ment sur tout et n'importe quoi. Est-ce que ça fait partie aussi Oui, c'est un nuage. d'une grille de Tout à fait. lecture? Non, non, tout à fait, c'est très juste et il y avait vraiment quelque chose de très frappant, en particulier jeudi matin, dans la dans la manière dont il semblait pas y avoir de fil ni chronologique, ni de rapport de cause à effet ou enfin voilà, il y avait pas de narration au sens où les procureurs ont bâti une narration, extrêmement méthodique, et où quelque part, il y avait une forme de narration aussi dans le travail, dans le contre-interrogatoire de Stormy Daniels par Susan Neklace. Là, c'était pas du tout le cas et au fond, on avait l'impression qu'il diffusait une sorte de nuage, plus de mots-clés et qui étaient toujours des mots-clés qui avaient à voir avec le registre du mensonge. C'était mensonge, menteur, menteur, menti, 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 au point qu'à un moment donné, on pouvait perdre un peu le fil de tout ça, enfin le fil si tant est qu'il y en ait un, avec évidemment cette volonté d'enfoncer un peu à la fois la crédibilité, l'impartialité. Enfin, personne de toute façon ne se dit que Michael Cohen est quelqu'un qui n'a jamais dit que la vérité dans sa vie et qui dit tout le temps la vérité. Personne ne se dit que c'est quelqu'un qui a une éthique irréprochable. Il a insisté sur le fait qu'il avait enregistré des journalistes, il a enregistré son client à au moins une occurrence. Personne ne se dit que c'est quelqu'un qui est dans une relation tout à fait neutre et indifférente à Trump. L'enjeu, c'est pour la défense, c'est de dépasser ça, puisque l'accusation avait cherché à le déminer, et de dire, au-delà de toutes ces précautions qu'il faut prendre avec Michael Cohen, au fond, c'est juste quelqu'un qu'on ne peut jamais croire, puisque vous voyez bien, il y a 2 jours, on vous a démontré par A plus B que ce qu'il vous disait était crédible, et nous, on peut vous démontrer par A plus B que ce qu'il vous disait, en fait, était tout à fait faux, puisque c'est d'autres choses qu'il a parlé à Trump ce jour-là. Je pense que ce que tu pointes est très juste dans cette volonté de créer une forme de confusion et d'être de quelque chose de beaucoup plus gazeux, alors qu'il y a une ligne droite qui est tracée par, par l'accusation. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de sa gestion du temps qu'on pouvait trouver discutable à différents égards. Il avait annoncé un délai lorsqu'il a commencé son contre-interrogatoire mardi. Le juge lui a demandé, vous pensez en avoir pour combien de temps? Je ne vous mets il ne s'agit absolument pas de vous presser, c'est simplement pour pouvoir organiser le calendrier du travail de ce tribunal, de ce procès. Et Blanche avait dit on devrait avoir plié tout ça sans problème avant jeudi fin de journée. Alors, il est possible que les choses aient légèrement dérapé de manière incontrôlée. Moi, je soupçonne qu'il y a une volonté. Il y avait une volonté déjà, avant de s'attaquer au cœur de l'affaire, de mettre à distance la démonstration qui avait été faite à distance dans le temps et donc dans la perception des jurés, et dans le récit médiatique évidemment qui en est fait. Le récit qui avait été livré vraiment main dans la main par les procureurs et Cohen sur lundi jusqu'à mardi après-midi. Donc de parler de tout à fait autre chose mardi, en fin de journée.
il y a relâche le mercredi. Jeudi matin, on réembraye sur tout à fait autre chose. On met du temps à vraiment revenir vers l'affaire. On a semé toutes sortes de choses, ça part dans tous les sens, qui relèvent à la fois de la relation de Cohen avec Trump aujourd'hui, de ses ambitions déçues et supposées à la Maison-Blanche sous l'administration Trump, etc. Et quand on revient vers l'affaire, déjà, on a vraiment mis à distance tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous a été raconté lundi et mardi, lors du direct de son interrogatoire par les procureurs. Par ailleurs, l'interrogatoire, le contre-interrogatoire ne va pas se terminer jeudi soir. Or, on savait déjà qu'il n'y aurait pas d'audience vendredi. Il y a un long week-end qui se termine. Et donc, en gros, là, cette défense dont on n'est vraiment pas sûr et qui en voit pas forcément les signes du fait qu'elle va appeler des témoins, qui enchaînerait une nouvelle séquence, etc. Elle aura occupé quand même toute la dernière partie, en fait. Il va évidemment y avoir le redirect, mais toute cette dernière partie, en faisant traîner les choses avec un week-end de 3 jours au milieu, etc., avec quand même une séquence où Michael Cohen n'a pas fléchi, il n'a pas, son récit n'a pas explosé en vol face au contre-interrogatoire de la défense, mais il est quand même acculé en position très défensive et il a été clairement fragilisé. Et pour revenir sur la réaction d'ailleurs qu'on pouvait avoir sur place face à ce moment quand même, donc qui est peut-être celui où son récit a été le plus directement fragilisé, parce que c'est son récit fait vraiment de cette chronologie des événements qui ont conduit aux faits qui sont reprochés aujourd'hui, aux infractions comptables qui sont reprochées aujourd'hui à Trump, avec donc cette volonté derrière soupçonnée d'influer sur l'élection. Ce moment-là, il a été perçu par des gens dans la salle très différemment. Tu citais des représentants des médias comme Anderson Cooper, etc. Moi, je profite de ma présence et l'intérêt aussi d'être là pour échanger un peu avec des personnes comme Norm Eisen, qui est un ancien haut gradé sur le plan juridique de la Maison-Blanche d'Obama, qui a été diplomate par la suite, qui a ensuite été l'une des chevilles ouvrières du premier impeachment de Trump, côté démocrate, qui avait mené l'accusation à ce moment-là, et qui est, à mon sens, vraiment aujourd'hui un des esprits légaux, comme on dit en anglais, legal minds, des analystes les plus fins et souvent les plus perspicaces de ce qui se passe dans toutes ces affaires, dans ce système de justice et dans ces affaires judiciaires qui guettent Trump. Donc j'ai parlé à la fois avec lui et avec l'ex-judge Grasso, qui est quelqu'un qui a été juge, qui a été un membre de la police new-yorkaise pendant plusieurs décennies, qui a été juge à New York pendant 12 ans, qui sont tous les deux là à la fois, je pense, par intérêt personnel, parce que comme dit Eisen, c'est le procès du siècle. Bon, on sait qu'il y en a toujours plusieurs, évidemment, des procès du siècle, même parfois dans une même année, mais voilà, c'est une affaire inédite, d'une magnitude exceptionnelle, et qui sont là par intérêt personnel, mais qui sont là aussi parce qu'ils sont consultants pour les médias, les grands médias américains, et le fait d'être là, ça permet de les attraper entre deux passages entre la salle d'audience et les toilettes, à la sortie du tribunal, recueillir leurs impressions jour le jour, voir comment ça évolue au fur et à mesure. Et voilà, et Eisen, qui était très critique de la stratégie de la défense jusque-là, reconnaissait un point à Blanche sur ce coup-là, en disant qu'il y avait eu clairement, il y avait quelque chose qui s'était passé. Voilà, mais de son point de vue, ça n'était pas suffisant. Il aurait fallu plus de moments comme ça pour réellement fragiliser ce que l'accusation avait mis en place. En revanche, le juge Grasso, enfin l'ex-juge Grasso, puis c'est un juge à la retraite, qui la veille me disait qu'il était impressionné parce que l'accusation, la solidité en fait de l'affaire, et le fait que, à son sens, le témoignage de Cohen avait achevé de mettre en place, sur une base déjà existante, tous les éléments qui auraient dû conduire à une condamnation. Lui était très troublé, pour le coup, par ce qui s'était passé jeudi, et trouvait tout à fait concevable que le doute soit semé dans l'esprit de plusieurs jurés, et trouvait que les cartes étaient réellement rebattues. Voilà, il ne disait pas, voilà, je n'ai rencontré personne, aucun expert légal ou procureur ou juge à la retraite ou consultant légal des médias américains pour me dire au cours des derniers jours on pouvait croire à un acquittement possible. Ça, personne n'y croit. Mais la possibilité du hung jury, la possibilité de cette absence de verdict, en revanche, dans l'esprit de certains, et notamment donc de ce juge à la retraite, Grasso, elle a été renforcée quand même par la performance de la défense jeudi.
Alors, non, c'est extrêmement intéressant et c'est vrai que dans une émission future, on fera aussi la différence de, comme tu le sais, on est dans du droit new-yorkais, on est dans une inculpation à deux niveaux. Donc ce couvert de doute, de raisonnable doute, il faudra mettre des tas. On va pas le faire maintenant parce qu'on va y passer la nuit, Absolument, mais sinon. ça s'applique Mais pas vas-y. de la même manière au même niveau. Oui, parce que cette question du doute raisonnable ne s'applique au délit, évidemment, mais cette articulation dans le droit new-yorkais, au niveau du crime, c'est la question de l'intention qui prime, pour le coup. Ouais. Et ça, bon, les jurés vont bénéficier des instructions du juge, etc. Mais même pour un certain nombre de gens qui suivent le procès d'assez près, etc., il a fallu un temps pour se dire, voilà, Ça, c'est là ça qui est en train de se mettre en place, ces cases-là ouais. qui sont en train d'être cochées. L'accusation elle-même est arrivée avec 3 théories légales distinctes sur le crime qui a été commis. Et donc, il a fallu du temps, pour se voir justement, de voir se déplier les différents témoignages, les différentes preuves, pour que, voilà, dans les échanges qu'on avait avec justement tel juge à la retraite, tel ancien procureur, ils disent, bah voilà, en fait, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Le crime dont ils ont démontré l'intention, c'est ça. Ça, non, Et le ça délit, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et je m'adresse ici à notre audience donc francophone par rapport aux analyses que souvent vous avez eues sur les plateaux et c'est absolument pas une attaque, c'est parce que les premiers réflexes étaient d'interpréter ce procès à travers ce qu'on sait d'habitude de procès fédéraux au pénal. Donc cette notion de il ne faut pas, il faut que ça soit sans l'ombre d'un doute. Comme tu viens de l'expliquer, ici on est dans quelque chose de différent. Il y a un personnage évidemment qui est central dont on n'a pas trop parlé, c'est Donald Trump. Et avant de se lancer, je voudrais te montrer, ça dure 1 minute, une vidéo c'est à la Chambre des représentants. C'était jeudi soir, je pense, et on a parlé des siestes de Donald Trump. Et après, on va regarder cette vidéo et après, je veux avoir ton avis sur l'attitude de Trump pendant ce procès. Tu as dit que tu l'as observé avec des jumelles, donc tu vas nous dire ce que toi tu en penses. On regarde d'abord cette courte vidéo. Donald Trump. Now let's look at public reporting. I'm only going to talk about public reporting. His criminal trial started on April 15th, and here's a summary of the press reports. On his first day of his trial, Reuters reported that Trump appeared to doze off during jury selection. On April 16th, it was reported that Trump dropped his head inside the courtroom, keeping his eyes closed before jolting his head upright. On April 19th, the New York Times reported Trump's eyes remained, quote, closed for extended periods during the final day of jury selection. On April 22nd, MSNBC reported that Trump's lawyers were fighting to keep him awake. On April 30th, NBC and the New York Times reported that Trump nodded off for significant portions of witness testimony, and as we all know, basically kept his eyes closed for hours and hours on end. On May 9th, Trump's eyes remained closed for many minutes, and Trump later, of course, dozed on and off. And the reports go on and on. May 13th, Trump was, quote, asleep during the afternoon session. On May 14th, a political reporter said Trump slouched in his seat and closed his eyes and his mouth. Now, here we have a photo of Donald Trump, of course, through some of his trial. Donc voilà, donc on vient de voir, cette vidéo donc c'est un élu Robert Garcia, qui est un élu démocrate évidemment. Donc dis-nous, ça sera mon avant-dernière question. Après on aura une question de conclusion. Tu as déjà donné énormément de ton temps à notre programme, merci beaucoup. Dis-nous toi, est-ce que Trump fait la sieste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du fake news? Qu'est-ce que toi tu as pu voir de tes yeux? Bon, c'est difficile d'être formel. Quelle est la frontière où est la barre du sommeil? Enfin, est-ce que quand quelqu'un est somnolent, voilà, reçoit quand même les sons, est-ce qu'il est endormi, etc. Ce qui est sûr, c'est que, alors moi, je n'étais pas là lors des premiers jours d'audience lorsque justement ont été rapportées en fait ces descriptions là qui sont citées par Garcia dans cette commission parlementaire, mais voilà, des gens décrivent des attitudes qui
décrivent pas simplement quelqu'un qui a les yeux fermés, mais des attitudes qui font vraiment directement signe, a priori, d'un endormissement et potentiellement involontaire. Enfin, voilà. Ce que moi j'ai constaté, c'est que depuis que ces choses ont été rapportées dans la presse et qui évidemment l'ont vexé, qui évidemment ont piqué son orgueil et qui évidemment cadrent mal avec l'image de vigueur et de santé qu'il veut opposer à la déliquescence et la sénilité supposée de Joe Biden, Trump a adopté une attitude depuis qui consiste à fermer les yeux la plupart du temps lors de l'audience. Visage fermé, les yeux fermés aussi. Il a eu des moments d'indiscipline, notamment au début du témoignage de Stormy Daniels. Il a été rappelé à l'ordre via ses avocats par le juge. Mais depuis, notamment depuis le début du témoignage de Cohen, il essaie d'avoir une attitude assez neutre et le plus souvent les yeux clos. On peut interpréter ça de différentes manières. Il y a des lectures, de manière de dire qu'il refuse la réalité de ce qui se passe, qu'il ne veut pas honorer ces personnes qui viennent dire du mal de lui, de leur regard, ne pas leur accorder une forme d'existence, etc. Moi, je pense que peut-être qu'il y a un peu de vrai dans tout cela. Je pense aussi qu'il y a chez lui clairement une stratégie de brouiller les pistes. C'est-à-dire que dès lors qu'il s'endort de temps en temps, s'il dit « Regardez, non, je ferme les yeux volontairement », tout le temps, c'est une manière, c'est un statement vis-à-vis du reste du monde et vis-à-vis du reste de ce tribunal. C'est une manière de dire « Non, je suis au contrôle, c'est moi qui choisis de vous envoyer cette image ». Le problème, c'est qu'avec, encore une fois, toutes les précautions, je ne suis pas à souffler dans la nuque de Trump, je le regarde sur un écran avec des jumelles où j'ai un accès très précis à ses expressions, ses ondulations, etc. Mais je ne l'entends pas respirer, je ne suis pas assis à côté de lui comme le sont ses avocats et sa garde rapprochée. Mais ce qui paraît assez clair, c'est qu'il y a une vraie distinction de moments entre des moments où il se tient, il écoute, il a les yeux fermés, puis de temps en temps quelque chose le fait sursauter, il va adresser une note ou glisser quelque chose à l'oreille de ses avocats, et des moments où tout indique dans sa posture, dans l'effondrement de ses épaules, la manière dont il est rentré dans son fauteuil, s'éloigne un peu de la table, et il peut même avoir un peu la tête en arrière, qu'il est quand même clairement plus absent au débat, si ce n'est profondément endormi. Et il faut bien dire qu'il y a des moments où on l'envie quand on a fait la queue devant le tribunal depuis 5h30 du matin. Et qu'on a les pieds mouillés. En tout cas, j'admire tes précautions, de langage. J'ai une dernière question et après on va te laisser partir. Dernière question. Je vais pas te demander ton pronostic parce que je trouve que c'est une question qui est complètement injuste. Personne peut, qu'on soit dans la salle d'audience ou pas, personne peut se mettre à la place de ce que le jury va décider. On a eu des cas avec des dossiers où on avait le sentiment qu'ils étaient extrêmement solides et le jury n'est pas allé dans ce sens-là, ou le contraire avec des affaires qui étaient plus ou moins faibles et le jury est allé dans le sens contraire. Donc je vais pas te demander ça, je vais juste te demander si tu devais attribuer des points. Aujourd'hui, l'avantage au point pour toi, il est du niveau du procureur, du niveau de la défense de Trump, et ce camp-là, son avantage au point, c'est un avantage au point assez important, peu important, tu comprends l'esprit, quoi. Donc vas-y, c'est quoi ta conclusion? Bon, je vais répondre tout en exprimant d'abord cette réserve, c'est qu'un procès n'est pas un combat de boxe, au sens où dans un combat de boxe, ou dans un bras de fer, ou match de ce qu'on voudra, on a deux équipes qui partent à égalité sur la ligne de départ, sur le ring, etc. Dans un procès comme celui-ci, les objectifs à remplir, les rôles et la charge en fait qui repose sur chacun ne sont pas les mêmes. La défense n'a rien à prouver. La défense pourrait se contenter de regarder l'accusation mettre en place son affaire, sa démonstration, ne poser aucune question complémentaire au témoin, ne se livrer à aucun contre-interrogatoire, ne verser aucune preuve et attendre que le jury se prononce. Aucun rôle ne lui dicte d'opposer une démonstration contraire. Évidemment, il vaut mieux se défendre
dans un procès comme celui-là, et c'est la raison pour laquelle ils le font. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, l'accusation a beaucoup plus de points à marquer pour C'est avec un parvenir à retard. ses fins sur eux que la charge de la preuve repose. C'est à eux qu'il incombe de démontrer que Trump est coupable au-delà de ce doute raisonnable. Tout ce que la défense a à faire est à dire, elle n'a pas à le démontrer, elle a simplement à convaincre un juré ou deux. Norm Eisen, que j'évoquais tout à l'heure, me disait que lui ne croit pas à l'hypothèse d'un seul juré qui fait obstacle à un verdict. Il disait, voilà, techniquement, légalement, c'est le cas, il faut une unanimité. Mais il me disait, dans les faits, lorsqu'il n'y a qu'un seul juré, ça ne tient pas. Le poids est trop fort. Quelqu'un qui est seul contre 11 ne peut pas, ou ce serait fou, véritablement faire barrage à un verdict. Donc, il dit clairement, l'objectif de la défense, ça n'est pas, dans le cadre de ce que je viens de dire, de faire la démonstration que Trump est innocent. Ça n'est pas leur rôle, ça n'est pas leur charge. Évidemment, s'ils le peuvent, ils le feront, ils s'en priveront pas. L'objectif le plus bas qu'ils peuvent s'assigner, et qui est clairement le leur, c'est de convaincre un, et idéalement apparemment deux jurés, qu'il y a des raisons de douter du fait qu'il est coupable. Donc c'est difficile à ce titre-là de raconter ça comme au point, si vous voulez. Ce que je peux dire, c'est que on arrive au bout, on va voir encore le redirect de Cohen lundi matin, vraisemblablement, on arrive au bout de la démonstration effectuée par l'accusation, par les procureurs. Elle s'est voulue rapide, elle s'est voulue précise, à l'essentiel, extrêmement méthodique et presque arithmétique. Ils ont renoncé à des témoins qui auraient pu, à mon sens, apporter du crédit à certains éléments des récits qui ont été faits, notamment Stormy Daniels, qui, parce qu'elle a, et pour des raisons qu'on peut tout à fait expliquer, justifier, livré plusieurs versions de cette histoire au fur et à mesure des années. Il aurait peut-être été intéressant, il aurait peut-être été utile que Karen McDougal soit invitée à la barre pour dire, à la même époque, j'ai vécu des choses similaires avec Donald Trump. Leurs récits ne sont pas les mêmes. Karen McDougal, elle raconte une aventure sur près de 10 mois qu'elle a eue avec Trump, mais à la même époque, la mécanique de séduction, prédation, etc. n'est quand même, cela dit, pas dans le récit qu'elle en a fait à une époque tout à fait la même. Aujourd'hui, elle dit, elle s'exprimait hier sur le fait qu'elle avait un nouveau récit, qui n'était pas tout à fait le même que celui à l'époque, parce qu'elle avait été influencée par tout un tas de choses, et que depuis, elle a compris des choses, elle a entendu des choses qui fait qu'elle ne raconterait pas du tout l'histoire de la même manière. Ça aurait été intéressant sans doute d'entendre cette histoire et de voir à quel point elle recoupe ce que Stormy Daniels a vécu, éprouvé, ou en tout cas le récit qu'elle a livré. Ils ont fait le choix, cette accusation, à l'inverse, d'être sur vraiment une démonstration à l'os, dans le sens aussi de vraiment clairement identifier les points. C'est un peu l'inverse de ce qu'on décrivait de la stratégie de Todd Blanche tout à l'heure. Identifier les points qu'ils voulaient marquer, pour le coup, inscrire vraiment dans la colonne des faits les plus accablants pour Trump, et ensuite faire venir Cohen, donc ce témoin très problématique, très compliqué, qui n'est le témoin rêvé de personne, d'aucun avocat, d'aucun procureur de ce pays, évidemment, le faire venir seulement en dernier acte pour, encore une fois, apporter ce liant, est celui qui permet de raconter l'histoire du début à la fin, de reparcourir en fait un territoire un récit qui a déjà été largement balisé. Avant jeudi matin, toutes les personnes, et quand qui sont issus de la communauté, de gens qui sont des anciens juges, d'anciens procureurs, etc., avec qui j'échangeais un peu en marge de l'audience, me disaient ils ont réussi à faire quelque chose d'assez implacable. La seule question qui se pose, c'est au fond la crédibilité de Cohen, mais il a tenu une note quand même extrêmement précise, disciplinée. Jusqu'ici, on était mardi soir, la défense ne l'a pas du tout mis en difficulté. On peut douter de ses motivations, mais personne n'a découvert quelque chose fondamentalement dans ce procès. Je dis clairement, la défense a marqué des points avec ce doute qui a été semé sur un élément pas forcément décisif, pas forcément crucial, mais un vrai élément un élément charnière, disons, du récit qu'a livré Cohen. Et forcément, ils n'ont pas besoin de démontrer que tout son récit est faux. S'ils démontrent par A plus B que une pièce de ce témoignage qui a été livré lundi, mardi devant les jurés
peut être lu radicalement autrement, qu'il y a des raisons sérieuses de douter de sa véracité, alors évidemment, ça dit que tout ce que Cohen a dit est sujet évidemment au doute et doit être mis en question, puisque tout repose quand même sur l'idée de j'ai menti pendant des années pour Donald Trump et j'ai cessé de mentir à un moment donné. Il a déjà été démontré, et c'était pas très compliqué de le faire, que c'est pas tout à fait vrai. À des moments, il dit qu'il a menti pour sa femme, il y a des moments, il dit qu'il a menti pour défendre sa famille, ou pour défendre sa réputation, ou pour défendre ceci ou cela, et que ce n'est pas toujours Donald Trump, qu'il a menti à des journalistes, à qui il disait qu'il ne les enregistrait pas, etc. Enfin, voilà. Mais pour autant, l'accusation a réussi à le présenter sous un jour convaincant, adossé à énormément de témoignages, et il n'est pas la base, encore une fois, il est le fil conducteur. Mais sur le pacte conspiratif originel, il y a le témoignage de David Pecker, avec lequel on avait ouvert, et qui dit quand même que tout ça était quand même lié à l'élection. Par la suite, il y a des gens directement liés à Trump, y compris des gens qui n'ont pas du tout l'hostilité à Trump que peut avoir un Cohen, qui viennent témoigner d'un certain nombre de choses. Il y a beaucoup d'éléments de preuve, mais encore une fois, voilà, je m'arrêterai là-dessus. La question des points, malheureusement, on ne peut pas penser comme ça, puisqu'il suffit que le doute existe et ait été semé dans la tête deux jurés, non pas pour les convaincre que Trump est innocent, puisqu'encore une fois, personne dans cette salle d'audience, je pense, ne croit à un acquittement possible, c'est-à-dire un verdict de non-culpabilité. Mais il suffit que le doute ait été semé dans la tête d'un ou deux jurés quant au fait que Trump pourrait ne pas être coupable, et on pourrait ne pas avoir de verdict dans ce procès, et la défense aurait réussi son coup. Bon, ben on verra ça. En tout cas, je voulais vraiment te remercier. Peut-être, et je te promets plus brièvement, on se parlera à la fin de ce procès, après le verdict. Je rappelle, on aura un verdict, mais pas une sentence. La sentence sera décidée par le magistrat. Historiquement, les sentences à New York, le temps d'attente peut aller jusqu'à 3 mois. Donc, on peut peut-être attendre 3 mois après le verdict. On pense qu'il peut aussi, il y a eu des cas où 3 semaines après, il a donné sa sentence. On verra. En tout cas, je voudrais te remercier. Encore une fois, je vois tous les messages dans le chat. Tout le monde vraiment s'est régalé. Tout le monde dit, voilà, il faut que tu reviennes. Donc voilà, l'invitation est posée. Moi, j'invite aussi à nos spectateurs à s'abonner sur ton compte sur Twitter. Et puis, évidemment, de lire tes articles dans l'IB, parce que voilà, ce sont des vrais papiers sur place, c'est pas de la réécriture de dépêches AFP. Donc voilà, c'est vraiment formidable. Merci de ton temps. Je te souhaite un bon repos. Dis-moi, lundi, tu retournes au procès? Bah oui, forcément. Là, je pense lundi, mardi, forcément. Et puis si ça va vite, ensuite on va basculer dans les délibérations. Voilà, mais là, le timing qu'on attend, j'imagine que tu en as parlé dans la précédente émission, que tu avais l'intention de le refaire. C'est donc ce que la défense a avancé, c'est qu'ils auraient fini avant les journées découpées en 4 dans l'audience. Avant la pause du matin, ils en auraient fini avec Michael Cohen. On s'attend à un redirect qui pourrait être fini avant le déjeuner. Et ensuite, là, ça repose vraiment sur la défense. C'est ce qui cite des témoins. Le témoin, notamment l'expert de la commission des élections, du financement des élections, qui sont appelés, a été semi-retoqué par le juge, en tout cas pour les questions qu'il voulait lui poser. Donc, est-ce qu'ils le font venir quand même pour parler d'autres choses? Mais en tout cas, ça s'annonce bref. Il y a la question de s'il y a un autre témoin est appelé. Il y a eu des rumeurs, moi, auxquelles je crois moyennement sur Costello, en tout cas, qui a pu témoigner devant le Congrès, mais face à des questions très, très complaisantes qui lui permettaient de dire oui, mais tout ça n'est pas très vrai, ce qu'il dit, ce monsieur Cohen. Mais évidemment, s'il vient au tribunal, les procureurs seront amenés à lui poser des questions précises, où il devra faire des réponses précises au risque de se parjurer, soit devant le Congrès, soit devant le tribunal. J'ai un peu de mal à y croire, mais c'est pas, évidemment, tout est possible. Et puis il y a la question de Trump qu'ils font planer jusqu'au bout. Un témoignage de sa part serait vraiment aller contre vraiment l'avis de, je pense, chaque avocat, bon, mauvais, pro ou anti-Trump, vraiment, que contre ce pays. Il n'y a pas une personne
ayant fait du droit dans ce pays, qui pensent que ce serait une bonne idée pour Donald Trump de se présenter à cette barre, mais tout est possible. Si il suit la logique et les conseils, notamment de ses avocats, il ne viendra pas et on pourrait avoir fini donc avec la production des preuves et des témoignages pour lundi en fin de journée. Et donc mardi, le juge a demandé aux différentes parties d'être prêts à livrer leurs conclusions. On arrive vraiment, vraiment à la fin. Ouais, on verra. Je vais te laisser partir et je vais diffuser après à nos spectateurs une vidéo d'une PAC qui provoque Trump. Je sais que c'est pas le seul. C'est pas le Lincoln Project. Lincoln Project le fait aussi, de provoquer Trump à venir à la barre. C'est une pub qui a été diffusée justement à Palm Beach et donc du coup sur les écrans de télévision de Mar-a-Lago. On va voir ça dans quelques minutes. Encore une fois, vraiment merci. Vraiment, allez suivre Julien, allez lire ses papiers et puis surtout remonter dans les archives et allez voir son travail sur Uvalde. C'est vraiment du travail de très très grande qualité. Merci à toi, Julien. On continue à se texter, nous, pendant le procès et puis on se retrouve une fois que l'on a un verdict. Merci beaucoup, à très vite. Salut. À bientôt.